Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un Kobo, donc d'un robot d'assistance physique sans contention manipulée. Donc, on a été plusieurs à travailler sur cette étude. Je ne vais pas lister tout le monde, mais ils sont écrits ici. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une petite partie des analyses. Donc, une partie sur les sollicitations biomécaniques que Adriana va vous présenter et une partie sur les gestes professionnels que je vais vous présenter. Donc, rapidement, au niveau du contexte de l'étude, ce Kobo, c'est un bras polyarticulé au bout duquel va être fixé l'outil de travail. Dans notre cas, c'est la meuleuse. Et donc, le travailleur, au lieu de tenir directement la meuleuse, il va tenir le terminal du Kobo sur lequel est fixé l'outil. Dans la littérature, la première préoccupation concerne la sécurité. Dans notre cas, elle réside dans des poignées qui incluent un système de sécurité. Et puis également la prévention des TMS, et c'est ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ce Kobo est censé prévenir les TMS en soulageant le travailleur des sollicitations biomécaniques, tout en préservant son expertise et son savoir-faire. Donc du coup, ça nous a questionné et on a deux objectifs de cette étude. Un premier qui concerne les sollicitations biomécaniques des ébarbeurs lors de l'usage du Kobo en situation contrôlée, donc ce qu'Adriana va vous présenter. Et un second objectif qui porte sur l'évolution du geste professionnel en situation réelle de travail. Donc, tout d'abord, on a fait une analyse globale du contexte de l'entreprise, du contexte du projet Kobo, du développement et de l'introduction du Kobo. On a réalisé des observations, des entretiens semi-directifs avec les différentes parties prenantes du projet. On a analysé les documents qui retraçaient aussi ce projet-là. Et cette première étape, elle a également permis de renseigner la diversité gestuelle des ébarbeurs à travers notamment les types de mouvements effectués avec la meuleuse. Donc là, on vous a présenté différents sens, donc des sens uniques vers le haut, vers le bas, vers la droite, ou des sens alternatifs au bas, droite, gauche. À partir de cette situation réelle de travail, on souhaitait analyser, apporter ces réponses argumentées vis-à-vis de la promesse. On a entendu tout à l'heure, il y a des promesses qui sont faites par cette nouvelle situation de travail en robotique collaborative et notamment par la diminution de la sollicitation biomécanique. Donc, à partir de cette situation réelle de travail, on a sélectionné quelques situations à les mettre en zoom dans une situation qu'on appelle contrôlée et qu'on a fait appel aux mêmes professionnels qu'en situation réelle de travail. On était sur le même site de travail, mais dans une situation qu'on a appelée contrôlée pour analyser effectivement l'exposition à ces facteurs biomécaniques et dans une situation qu'on appelle contrôlée, puisque dans l'analyse de cette situation, nous avons positionné l'opérateur, l'ébarbeur professionnel, dans une situation qu'on a contrôlée au niveau de la hauteur du plan de travail, de la vitesse, des efforts qui étaient demandés, qu'on a varié en même temps que les directions qui étaient inspirées de la situation réelle de travail. Avec une instrumentation, parce qu'on parle aussi de données, leur pertinence, comment est-ce qu'on objective ces expositions, notamment biomécaniques, avec une instrumentation qui nous permet d'estimer les angles articulaires, les activités musculaires et aussi de recueillir des efforts réels que les opérateurs arrivent à maintenir vis-à-vis de l'exigence qui était autour des efforts minimum ou maximum en fonction, encore une fois, de la situation réelle de travail. Quelques résultats, évidemment, on a fait des zooms dans le temps qui nous est accordé et on vous présente ici quelques résultats autour des angles articulaires au niveau des épaules, droite et gauche, et on peut identifier avec des analyses statistiques que les angles articulaires, à différents degrés de liberté au niveau de l'épaule, abduction, adduction, flexion, extension, rotation interne-externe, au niveau de l'articulation de l'épaule, l'usage du Kobo modifie de manière significative
la majorité des degrés de liberté. Là, ils sont identifiés par la petite étoile. J'attire quand même votre attention sur le fait que, malgré le fait que ces différences sont identifiées comme significatives du point de vue statistique avec les modèles qu'on a identifiés et qu'on a utilisés, ces différences en termes d'angle articulaire se rapproche fortement de la précision du système de mesure. Donc, on peut évoquer le fait qu'ils sont différents, mais différents comment, à quel point cette analyse, elle est intéressante, on apporte une connaissance, on parlait tout à l'heure, ces résultats sont intéressants, mais attention à quel point cette différence en termes d'angle articulaire peut être comprise et transposée à court, moyen et long terme dans la survenue de troubles musculo-squelettiques. Quiz, point d'interrogation. Une autre analyse qui a été faite sur des mesures quantitatives utilisant des moyens de mesure qui enregistrent la sollicitation musculaire des muscles au niveau des épaules, mais aussi au niveau du dos et des membres inférieurs qu'on a l'habitude d'enregistrer pour des situations de stabilité posturale. Quelques résultats, encore une fois, de manière générique, toute autre condition égale par ailleurs, on voit que l'usage du Kobo a des effets à la fois positifs sur certains muscles, notamment au niveau des membres supérieurs et des muscles, notamment des membres supérieurs et des muscles posturaux. En moyenne, on arrive à une réduction de l'activité musculaire de 43%, mais on a une augmentation de l'activité musculaire des muscles du dos qui est plus faible, mais elle est quand même plus importante lors de l'usage du Kobo que lors de l'usage de la meuleuse traditionnelle pour les mêmes situations de travail dans cette situation contrôlée encore une fois. En plus de ces informations d'exposition aux facteurs de risque biomécaniques et en particulier les postures et l'activité musculaire, puisque les facteurs biomécaniques ne s'arrêtent pas là, ils sont plus vastes que ceci, mais dans cette étude, on a analysé cela. On a enregistré également le pourcentage du temps dans les seuils de tolérance des efforts demandés. Je vous rappelle que lors de cette situation contrôlée, on demandait aux ébarbeurs d'exercer 2 niveaux d'effort et qu'on a prévu un seuil de tolérance de ces 2 niveaux d'effort qui s'apparente en fait à de l'ébarbage de finition et de l'ébarbage d'enlever le plus de matière. Et nous avons enregistré les efforts réels exercés par l'opérateur dans ces situations. Et ce que nous remarquons, c'est que à la fois avec l'usage du Kobo et la meuleuse traditionnelle, il y a des différences entre ces niveaux d'effort. Je traduis un tout petit peu, c'est que avec le Kobo ou avec la meuleuse traditionnelle, les opérateurs, les ébarbeurs arrivent mieux à répondre à l'exigence qui leur est demandée à un niveau d'effort plus faible, les F1 par rapport au F2 qui sont des efforts plus importants. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que avec le Kobo, ce qui est représenté ici avec les petits ronds et puis un pointillé tout petit, c'est quasiment 2 fois moins précis qu'avec la meuleuse traditionnelle. C'est-à-dire que les ébarbeurs qui sont dans l'entreprise depuis
beaucoup d'années et qui travaillent avec la meuleuse traditionnelle, qui ont développé une expertise avec cette meuleuse traditionnelle. Avec l'usage du kobo, on utilise la même meuleuse, mais on manipule plus la meuleuse de façon traditionnelle, mais le terminal du kobo, on voit que dans cette situation, les opérateurs ont plus de difficultés à répondre aux exigences qui leur sont demandées. De la même façon, en fonction des sens qu'on a vu et identifiés lors de la situation réelle de travail et qu'on a fait un zoom dans la situation contrôlée, on voit qu'il y a des sens de mouvement suivant lesquels les opérateurs arrivent mieux à répondre aux exigences de précision parmi d'autres, et que, encore une fois, avec le kobo, les ébarbeurs arrivent beaucoup moins à suivre ces exigences. En situation réelle de travail. Donc, analyser le geste en situation réelle de travail pour comprendre comment évolue chacune des dimensions du geste entre le geste traditionnel et le geste assisté par le kobo, et de comprendre aussi l'évolution de l'articulation entre les dimensions du geste. Donc pour ça, j'ai fait des observations du geste traditionnel, du geste kobo. Ces observations, elles étaient entrecoupées d'entretiens consécutifs au poste de travail où je revenais sur ce qui avait été observé, discuté. J'en profitais pour leur faire passer des échelles visuelles de 1 à 7 pour recueillir leurs ressentis au niveau de l'effort global, des vibrations, de la concentration, des émotions ressenties et de la qualité perçue. À la fin de ces journées-là, je faisais un premier entretien d'autoconfrontation individuelle pour approfondir un petit peu la compréhension de chacune des dimensions du geste. Et puis, a posteriori, j'ai fait un second entretien d'autoconfrontation individuelle où cette fois, je réunissais dans le même entretien le geste traditionnel et le geste kobo pour comprendre l'évolution du geste. Pour ça, on s'appuie sur un modèle qui a été développé sur la base de la littérature, donc un modèle du geste au sein de l'activité. Donc, on retrouve le geste qui est influencé par des caractéristiques de la situation de travail ou propres aux individus. Ce geste, il aura des effets sur l'individu et sur la performance et on considère qu'il est composé de 3 dimensions. Une dimension biomécanique qui s'intéresse à l'effort, aux vibrations, à la répétitivité, aux postures adoptées. Une dimension cognitive qui a trait à la concentration, au recueil d'informations sensorielles, au raisonnement et aux prises de décision. Et une dimension psychosociale qui s'intéresse à la qualité perçue, la protection de soi, les émotions ressenties, la notion d'empêchement et la reconnaissance du geste. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter une petite partie des résultats pour faire aussi le lien avec ce qu'Adriana vous a présenté. On s'est d'abord intéressé à la question de l'effort, puisque c'est un dispositif qui est censé soulager l'effort inhérent au meulage. Donc, on a demandé aux ébarbeurs d'estimer l'effort global ressenti et on s'est aperçu qu'ils estimaient ressentir un effort moins important lors de l'usage du kobo par rapport au geste traditionnel. Néanmoins, on voit que la différence elle est relativement faible alors qu'on s'attendait à une différence beaucoup plus importante de par ce dispositif-là. Et quand on a analysé cet élément-là au sein du geste, on s'est aperçu que l'effort lié au port de l'outil, au poids de la meuleuse, était diminué, mais que de nouveaux types d'efforts émergeaient avec l'usage du kobo. 3 types. Un premier effort, qui est un effort de maintien des poignées du terminal. En fait, les exigences de sécurité des poignées du kobo demandent à ce que les 2 boutons situés sous chaque poignée soient maintenus enfoncés pour que le kobo se mette en fonction. Si la pression elle est légèrement relâchée, le kobo se met en mode sécurité et cesse de fonctionner. Les ébarbeurs, ils le vivent comme un empêchement dans la mesure où ils ne peuvent plus varier le positionnement des mains sur l'outil, alors que lors du geste traditionnel, il varie justement ce positionnement des mains en mettant soit une main retournée, soit les 2 mains sur le manche de la meuleuse pour pouvoir se soulager des douleurs ressenties au niveau des poignets. Là, avec le kobo, ils ne peuvent pas. Ils ont un positionnement obligatoire des mains qui donne lieu à des douleurs ressenties comme exacerbées au niveau des poignets. Ça s'articule aussi avec la concentration qui est estimée comme plus importante par les ébarbeurs avec le kobo par rapport au geste traditionnel et qui se focalise sur maintenir enfoncés ces boutons, maintenir une pression égale sur ces boutons. Le deuxième effort, c'est un effort de retenue du terminal. Pour le meulage là d'une surface verticale, on a observé lors du geste traditionnel que les ébarbeurs alternent différentes inclinaisons du disque par rapport à la surface, comme je vous ai présenté là avec les petites lignes oranges. Ils vont alterner à peu près entre 0 degré et 60 degrés lors du geste traditionnel.
alors qu'avec le Kobo, ils ne peuvent plus varier ces inclinaisons du disque et ils se retrouvent à meuler avec le disque presque perpendiculaire à la surface. Or, en meulant avec l'extrémité du disque, le risque que celui-ci casse est plus important et les ébarbeurs ressentent de la peur qu'il casse et se projettent potentiellement sur eux. Ça s'articule aussi avec une diminution d'une information tactile. Il m'expliquait qu'il ressentait moins le contact du disque sur la surface de la pièce. De fait, ils ont plus peur de faire de la non-qualité en rentrant par exemple dans la pièce ou en cassant le disque, ce qui donne lieu à ce besoin de retenir le Kobo pour éviter ce que je viens de vous dire juste là. Le troisième effort, ça serait un effort de positionnement du terminal du Kobo. En fait, dès qu'il bouge légèrement le terminal du Kobo, l'ensemble des 7 articulations du bras polyarticulé du Kobo vont se mettre en mouvement et les ébarbeurs doivent appliquer un effort supplémentaire pour réussir à revenir sur la surface, à remettre le disque au même niveau que le meulage initié auparavant. Ça s'articule avec le besoin de rechercher une nouvelle information visuelle où on observe que ponctuellement, ils vont tourner le cou pour aller observer le bras du Kobo, voir comment il est articulé et pour pouvoir s'adapter ensuite. Et ça s'articule aussi avec une diminution de la qualité perçue qui est estimée comme moins satisfaisante par rapport au geste traditionnel. Et au niveau de l'aspect visuel final, après meulage, on s'aperçoit que suite au meulage avec le Kobo, il y a la présence de crans sur les surfaces, crans qui n'ont jamais été observés lors du meulage traditionnel. Donc là, je vous ai présenté un petit exemple des résultats de la thèse. Le but d'avoir cette vision articulée des différentes dimensions du geste, c'est de pouvoir identifier des éléments de la situation de travail à transformer pour agir en matière de prévention des TMS. Donc là, de par ce premier exemple, on peut déjà citer quelques points de vigilance. D'abord, les exigences de sécurité des poignées du terminal qui actuellement font émerger un nouvel effort. L'architecture aussi du bras du Kobo qui ne permet pas d'avoir un contact permanent du disque sur la surface. La démultiplication de l'effort et la diminution des vibrations permis par ce Kobo permet d'une part de soulager le travailleur du poids et des vibrations, mais de l'autre, lui fait perdre une information tactile utile au meulage. Les caractéristiques fonctionnelles du Kobo, elles se couplent également avec les caractéristiques des pièces et des surfaces meulées. Par exemple, l'exiguïté de la pièce, couplée à l'encombrement du Kobo, parce qu'il est beaucoup plus imposant que la meuleuse traditionnelle, ne permet pas aux ébarbeurs d'incliner le disque par rapport à la surface comme ils le voudraient, parce que le Kobo vient en buter contre la pièce. Et puis également l'orientation de la surface qui est importante à prendre en compte, puisque là, le meulage des surfaces verticales est plus difficilement réalisable avec le Kobo que le meulage des surfaces horizontales. Et un dernier point de vigilance concernerait aussi la formation. Formation d'une part au fonctionnement du Kobo, mais formation également à l'évolution du geste. Et on s'interroge sur comment prendre en compte l'expérience acquise par ces travailleurs sur un geste qu'ils réalisent depuis environ 20 ans. Comment le prendre en compte et non l'empêcher pour faciliter l'évolution de son geste, le développement de son geste lors de l'introduction d'un nouvel outil de travail. Sur ces exemples qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, on peut synthétiser en disant que l'effort de manière globale a été diminué à la fois dans la situation contrôlée et dans la situation réelle, mais que des nouveaux efforts apparaissent lors de l'analyse de l'activité par l'intermédiaire de l'analyse du geste dans toutes ces dimensions. Et ces nouveaux efforts qui émergent sont relatifs au Kobo, de maintien, de retenue, de positionnement. On retient aussi le fait que la précision, à la fois en situation contrôlée et la précision perçue, et même une analyse qualitative en situation réelle montre que cette précision, cette qualité diminue lors de l'usage du Kobo à l'époque où l'usage du Kobo est analysé, je tiens à préciser, et que de manière globale, on revient sur ce qui évoquait Jean-Christophe et puis Liane. Il nous semble important d'analyser la situation de travail dans sa globalité
pour en décider de faire appel à une situation de robotique collaborative, à introduire un robot dans la situation pour des raisons de prévention de TMS, parce que on voit que cette ouverture vers une solution de robotique collaborative est très complexe et que l'analyse du geste, comment est-ce qu'on introduit ce geste qui est multidimensionnel dans la relation avec la machine qui, elle, va faire toujours la même chose. Et comment est-ce qu'on arrive à concevoir une machine qui arrive à s'adapter à cette diversité gestuelle et à en prendre en compte le sens. Vous parlez tout à l'heure du sens. Les opérateurs en parlent du sens donné à leur travail. Donc, comment toute cette multitude, toute cette diversité, toute cette complexité, on peut la prendre en compte dans la conception d'une machine qui est censée travailler en étroite collaboration, puisque c'est un robot qui ne fonctionne pas seul, il fonctionne qu'avec la collaboration de l'homme, mais il a des fonctionnalités indépendantes, autonomes, parce que il démultiplie les efforts, il va se déplacer à l'intention de celui qui le mène. Et puis, comment est-ce qu'on pallie et puis comment est-ce qu'on peut répondre à ces exigences de sécurité avec des exigences de santé au travail, notamment pour les TMS. Voilà, on va s'arrêter là. Il y a des publications, des communications qui ont été faites sur ce travail et d'autres qui restent à faire. Et on vous invite à nous poser des questions et puis de visiter le site de l'INRS sur la robotique collaborative en général. Rebonjour, toujours Catherine Delgoulet. Un grand merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question en lien avec les enjeux d'expérience dont vous avez parlé et de la manière dont on peut remobiliser cette expérience. Alors, dans la formation peut-être, mais si j'ai bien compris, c'est pas vraiment ce que vous avez travaillé pour l'instant, donc voilà, on va... mais plutôt, justement, dans ce que vous avez pu observer, est-ce que vous avez vu des choses sur la manière dont ce que l'on fait avec l'outil déjà existant peut être réintégré ou remobilisé dans l'usage du Kobo et si oui, à quelles conditions, sinon pour quelles raisons, enfin voilà, est-ce que vous avez eu des éléments là-dessus? Et puis j'avais une deuxième question, puisque vous avez notamment mentionné là, les questions autour de la formation. Je me demandais aujourd'hui comment a été conçu ce Kobo et est-ce que justement ces dimensions d'expérience ont pu être en partie mobilisées dès la conception. Alors pour la première question, on s'est aperçu dans cette étude que de manière générale, ils essayaient de faire la même chose lors du geste traditionnel et lors du geste Kobo. Et ils n'y arrivaient pas avec le Kobo, ce qui les mettait en difficulté. Après, voilà, comme je disais, c'est des travailleurs qui ont une expérience depuis 20 ans sur un geste traditionnel. Pour autant, on a vu quelques petites stratégies, on va dire, avec le Kobo, où, par exemple, ils n'arrivaient pas à faire la finition de la surface, et donc ils décidaient de dégrossir, d'enlever le maximum du défaut de la surface avec le Kobo, qui était une aide quand même au niveau physique. Et ils reprenaient ensuite la meuleuse traditionnelle pour faire les derniers travaux de finition. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Après, pour le développement du Kobo, l'intégration de l'expérience, je ne pense pas qu'elle ait réellement été prise en compte à ce moment-là. Je pense pas. Oui, de façon développée, on va dire ça comme ça, hein, parce que en fait, on a apporté quelques réponses, mais on a surtout des questions à la fin de cette étude qu'on les a posées ici. C'est que la première problématique qui était dans cette entreprise, c'est le TMS et d'abord le port de l'outil. Le port de l'outil, il est lourd, il est manipulé tous les jours, il est utilisé, des collègues dans les analyses ergonomiques ont mis en avant qu'il est utilisé 50% du temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour amener ces opérateurs à travailler au mieux avec un outil qui pourrait les aider à porter l'outil, la meuleuse.
Donc, du coup, je pense que la concentration de tous les efforts de conception ont porté sur ces éléments de comment est-ce que on peut amener une aide à l'opérateur pour qu'il puisse continuer à travailler, c'est ça qui nous interroge aujourd'hui, continuer à travailler comme d'habitude en utilisant un outil autre, le Kobo en l'occurrence, qui prendrait en charge le poids de la meuleuse et le laisserait travailler comme d'habitude. Or, avec l'analyse du geste, on amène ici des réponses qui sont complexes et qui nous amènent vers le fait d'affirmer que on ne pourra pas travailler comme d'habitude parce que le geste professionnel évolue non seulement des autres considérants du geste par rapport à la biomécanique, mais il évolue aussi du point de vue biomécanique, de façon positive, du point de vue effort global. Oui, maintenant, le robot, il prend en charge le poids de la meuleuse, c'est bien. Simplement, maintenant, on ne peut plus travailler en situation verticale. Dans la situation contrôlée, on a essayé, on n'a pas pu. Donc, on a fait les analyses que à l'horizontale. On peut plus changer de direction comme on le faisait avant, puisque le robot, il y a un temps de latence entre le moment où on lui dit qu'on va bouger et puis le moment où lui, il bouge et puis entre-temps, l'opérateur a changé d'avis et puis il va faire dans l'autre sens parce que le mouvement n'est pas aussi linéaire comme on l'a demandé dans la situation contrôlée, je spécifie. Donc, il y a tous ces éléments qui sont ressortis surtout de cette analyse en situation réelle de travail à travers l'analyse du geste qui, maintenant, on s'interroge comment peut-on travailler en conception pour intégrer tout ça et comment cette expertise peut être utilisée pour l'amener de plus en plus dans le développement. On partirait plus comme ça, dans le développement de nouvelles compétences avec le robot, puisqu'il est quand même aidant parfois. Mais comment est-ce qu'on développe ces nouvelles compétences pour que, d'une, soit toujours du point de vue biomécanique positif, mais aussi du point de vue des autres dimensions du geste, qu'on ait du sens, qu'on ait de la qualité qui est recherchée et tout ça. La formation, quid de la formation, on forme ces opérateurs, qui ne sont pas nouveaux, à ce nouveau geste. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment est-ce qu'on va travailler avec ce robot collaboratif, comment est-ce qu'on va formaliser pour le développement. Enfin, il y a beaucoup de questions. On aimerait bien travailler avec vous sur ça, parce que en fait, ils sont formés à l'usage fonctionnel du robot. Il faut appuyer sur ces boutons, voilà, quand c'est rouge, c'est pas bon, il faut rebut, voilà, il faut appuyer sur les gâchettes du point de vue de la sécurité, sinon le robot ne fonctionne pas. Enfin voilà, il y a des choses comme ça de façon fonctionnelle, mais de façon métier, geste professionnel. Ce qui me frappe, ça ne concerne pas seulement le geste au sens étroit du terme, c'est la question de la liberté qui est derrière. Ce qui me frappe aussi, c'est le Kobo qui est censé, en tout cas dans le discours, d'une certaine manière, déstandardiser le travail, être en rupture par rapport à la problématique industrielle du travail classique, au sens qu'il est censé rapprocher la machine des spécificités des savoir-faire humains, il aboutit finalement à une perte en liberté et en choix, y compris en choix technique. En liberté de mouvement de la main, et puis qui est un choix technique, qui est un choix technique aussi, puisque le geste, là, ce sont des techniques du corps. Et donc, c'est ça qui me trouble le plus, c'est-à-dire que c'est de plus en plus contraint, le geste est de plus en plus contraint. Vous avez parlé d'empêchement, et c'est cette perte en liberté de choix et de mouvement qui m'inquiète. Hein. Ça me trouble pas seulement, ça m'inquiète fortement, parce que ça a des retentissements sur la vie en société de façon générale. C'est pas seulement le geste au travail, sur le poste de travail. Ça retentit sur la vie en société en général. Et voilà, donc un monde sous contrôle. Mais voilà, c'était juste une remarque. Mais moi, je veux bien travailler avec vous, hein, si vous avez besoin de...
Oui, merci. Je suis pris en ce moment. Alors, Alicia Ensam, donc merci pour la présentation. Je continue, Gérard, ça veut dire que si un jour on a la liberté de ne plus utiliser le mail, pratiquement on ne peut plus travailler. Donc, j'aimerais bien un jour de dire que je ne veux plus utiliser ce moyen de communication, mais je ne pourrais pas, même quand on est en salle, on est obligé de répondre à certains mails urgents. Quelque chose un peu pour prolonger l'avis de Gérard. Pour moi, une chose aussi qui m'a frappé, et je n'avais pas pensé, donc j'étais en train de regarder sur quoi on peut travailler ensemble, c'était que cette cobotisation ne supprime pas seulement ou améliore pas la partie pénibilité, on enlève également certaines sensations, signaux que l'opérateur utilise comme signaux pour pouvoir asservir son geste, contrôler son geste. Notamment la vibration qu'on peut avoir sur ce type d'opération. Où on discutait avec Fleur et Akib certainement que les pilotes qui disaient qu'ils pilotaient avec les fesses, que maintenant ils ne peuvent plus le faire avec des cabines automatisées. Et j'étais en train de dire, ça, du côté ingénierie, on a un travail à faire. Quitte de toute façon, si on installe, il y a certaines sensations parce que peut-être que l'opérateur il n'a pas la même position, donc il n'a pas la même vision des choses, donc il ne peut pas faire ce contrôle de le faire. Et comment on peut détourner ça? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut lui créer un autre signal, un autre moyen pour pouvoir faire ce contrôle, que même la finition, il ne sera pas obligé de le prendre manuellement, ça veut dire pour trouver ces sensations de ça. Et dans ce cas-là, il y a un apprentissage à faire également. De ça, que ça veut dire que si ce contrôle de finition, on le retourne par vision, par un autre moyen pour pouvoir le faire, il n'a pas appris comme ça. Donc, ça prendra du temps de le faire. Et est-ce que c'est possible ou non? Je pense qu'également, ça pose des questions d'ingénierie à ce sens-là, que cette cobotisation qui enlève un ensemble de pénibilité, sollicitation pour l'opérateur qui est très bien. Donc, je disais qu'il enlève également certaines choses positives qu'on doit le reconstituer autrement. C'était une réflexion sur un sujet de projet de recherche pour le futur qu'on pourra y travailler. Voilà, c'était pour avancer sur ce sens-là. Merci. Je pense que Clara pourra rebondir à ça, effectivement, sur ces nouveaux sens, nouvelles recherches de repères. Je la laisse rebondir sur ça parce qu'effectivement, on a des réponses à ça. Oui, parce qu'en fait, on s'interroge parce que d'un côté, c'est positif puisque le poids est supprimé, les vibrations sont supprimées et ça, il l'apprécie. Mais de l'autre, il perd cette information tactile. Alors après, j'avais lu dans la littérature que ça pouvait être compensé par d'autres sens, justement, l'ouïe, la vue, etc. Alors la vue, pour le coup, on n'a pas montré ça aujourd'hui, mais elle est aussi modifiée avec le Kobo. Ils n'arrivent plus à observer comme ils le font d'habitude, puisque c'est beaucoup plus massif. Donc, ils ont des stratégies d'aller voir devant le Kobo pour essayer de voir quand même l'information visuelle. Et pour l'ouïe, pour le coup, ils sont vraiment dans des EPI, des cagoules ventilées, intégrales, avec des bouchons d'oreilles. Donc, ce sens-là n'est pas exploitable. Mais... Ça, on le sent, ça veut dire qu'en bricolage le dimanche, depuis que, par exemple, les tournevis électriques, donc, j'ai du mal, par exemple, quand je rigole le bois, de savoir jusqu'où il faut que je pousse. Et à la fin, je le prends tournevis manuel parce que sur ça, depuis petit, je sais que jusqu'à quel bruit je dois entendre le craquement de bois pour dire qu'il faut que j'arrête parce que sinon, je casse. Exact. Et justement, je dis, même s'il y a le réglage de couple sur tournevis électronique, ce n'est pas pareil parce que dans ce cas-là, je dois avoir un tableau, ainsi de suite, que ce n'est pas sensation d'un bricolage. Voilà, les sensations, les sensations changent. Le plaisir, je ne l'ai plus. Agnès, et après on prendra les questions à distance et après il faudra qu'on s'arrête. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais... Donc Agnès Soublé-Cuvelier de l'INRS aussi. Vous avez dans vos conclusions évoqué le fait que la précision était moindre avec le bras manipulé. Ça pose aussi la question du temps de familiarisation nécessaire avec ce type de dispositif pour des personnes qui pendant 20 ans ont travaillé avec une meuleuse qu'ils ont maniée directement et puis qu'on place dans une situation un peu expérimentale, même s'ils sont censés avoir déjà utilisé l'outil. Donc, est-ce qu'on peut conclure de façon définitive sur ce manque de précision ou est-ce qu'on peut penser qu'avec un apprentissage, une familiarisation, et ça peut rejoindre aussi la question posée sur le développement d'autres canaux d'information par d'autres canaux sensoriels, notamment.
est-ce qu'on peut conclure aussi rapidement à une perte de précision sur la base des travaux? Voilà. Alors, Oui, c'est peut-être pour Clara, je ne sais pas, cette question qui t'entraînera pour ta thèse. Non, je pense que nos résultats ils peuvent être contrastés par cette question d'apprentissage. Peut-être que le geste Kobo n'est pas encore acquis ou en cours d'acquisition, mais ça montre quand même que l'argument au début en disant ça va rien changer, ça va pas modifier le savoir-faire, c'est pas le cas. Ça évolue, ça change, le geste change et voilà. Oui, juste pour rajouter, c'est pour ça qu'on spécifie bien la précision au moment de l'analyse de l'usage du Kobo dans l'entreprise à ce moment-là. Parce que effectivement, la question se pose sur la comparaison en fait d'une qualité et même du geste dans sa globalité à des développements de ces gestes de périodicité complètement différente. On n'est pas au même niveau. Hein. On est à ce niveau en se basant sur le postulat et les hypothèses des développeurs de robotique collaborative qui avancent le fait, les promesses qu'on a vues tout à l'heure, que l'introduction d'un robot dans une situation de robotique collaborative diminue les pénibilités de manière globale tout en gardant l'expertise de l'opérateur. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que, en tout cas, à cette époque-là, Agnès, tu parles de familiarisation, j'irai encore plus loin. Il ne suffit pas qu'une familiarisation, mais un développement de gestes professionnels. Ça mériterait d'avoir une étude même longitudinale et de se dire à partir de quel moment on peut se dire que les opérateurs ont développé leurs propres gestes professionnels avec le Kobo pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'exposition ou au niveau de la qualité. On te rejoint complètement sur le fait que le raccourci qui peut être mal compris sur la qualité aujourd'hui, et on parle de la qualité aujourd'hui dans la situation qu'on a analysée aujourd'hui. Question à distance d'Éric Fortino. Alors, une question un peu d'ergonome, un peu technique, attention. Une petite remarque question. Toujours étonnant de voir disparaître les boucles de rétroaction dans le schéma à 5 carrés. Justement, la rétroaction peut-elle impacter l'activité? Effet d'apprentissage, aménagement de l'organisation, etc. Et voilà. Effectivement, elles ne sont pas apparentes sur le schéma, elles sont en tête en tout cas. Bien que là, on soit vraiment focalisé sur le geste, sur la compréhension de l'évolution de chacune des dimensions, l'évolution de l'articulation de ces dimensions. Mais bien sûr, par exemple, si je prends les douleurs ressenties quand je les mets en sortie du geste, en effet du geste sur l'individu, forcément, ça va impacter ce qui se passe avant, ça va influencer tout ce qu'il y a avant. Donc voilà, j'en ai pas fait une étude à part entière, c'était pas le but, mais elles sont en tête. Merci beaucoup.